sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Cellier qui vous parle. Alors, avant de commencer, je vérifie avec mon écran témoin que nous sommes bel et bien en direct sur la page Facebook de condolégal.com avec nos auditeurs. C'est le rendez-vous hebdomadaire du mercredi 19 mai 2021. Aujourd'hui, alors je m'assure que nous sommes en direct, ça ne sera pas très long. Je vais aller voir ici. Si nous sommes en direct. Voilà, je nous vois, nous sommes en direct. Alors, bonsoir à tous. Cette semaine, on parle de l'achat et la vente d'un condo. La belle saison arrive. En plus, il y a un déconfinement graduel annoncé. Il risque d'y avoir une fièvre d'autant plus importante que les années précédentes, étant donné tout ce que nous avons vécu. Ça a été difficile. Il y a des gens qui l'ont vraiment eu difficile, qui ont trouvé ça extrêmement pénible, ce confinement, pendant tous ces mois. C'est parce que pendant presque un an et demi, ça a été difficile. Alors, je pense qu'il y a des gens qui vont lâcher leur fou. Alors, si vous lâchez votre fou et que vous vendez votre condo, que vous achetez un condo existant, eh bien, sachez que il y a des mesures de prudence à adopter. Vous ne pouvez pas faire les choses n'importe comment. Parce que des fois, on achète sur un coup de cœur, on achète sous le coup de l'émotion et après, on le regrette. Alors, le but d'acheter un condo, ce n'est pas de regretter après. Le but d'acheter un condo, c'est de vivre le parfait bonheur, d'avoir la paix et la tranquillité d'esprit. On reproche souvent aux syndicats de copropriétaires de ne pas être suffisamment transparents et aux acheteurs d'être imprudents lorsqu'ils transigent un condo dans une copropriété, lorsqu'ils veulent acheter ou vendre. Eh bien, les choses vont changer d'ici quelques temps. Parce que l'adoption éventuelle de l'article 1068.1 du Code civil du Québec, qui devrait entrer en vigueur cette année par règlement du gouvernement, va changer la donne. Hein? Alors, ce qu'on devrait voir lorsque cet article sera en vigueur, c'est la chose suivante, celui qui vend une fraction doit, en temps utile, remettre au promettant acheteur une attestation du syndicat sur l'état de la copropriété dont la forme et le contenu sont déterminés par règlement du gouvernement. À la différence de l'article 1068.2 qui, lui, est en vigueur et qui mise aussi sur la transmission des documents et des renseignements utiles au regard d'une copropriété, bien, le 1068.1, il va aller beaucoup plus loin. Hein? À titre d'exemple, on ne se contentera pas d'indiquer le montant accumulé dans le fonds de prévoyance, mais on voudra aussi savoir comment les sommes à y verser ont été calculées. Alors ça veut dire qu'un acheteur curieux, un acheteur avisé pourra savoir si le montant est suffisant. Parce que c'est bien beau de dire « Ah, on a 300 000 dans le fonds de prévoyance. » C'est bien beau de dire ça, mais est-ce que c'est suffisant au regard des travaux à faire, au regard de ce qui s'en vient? C'est là toute la question. Alors, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, a récemment lancé une vaste consultation pour savoir ce que devrait contenir cette attestation. Et le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec a déjà une bonne idée de son contenu. Alors, le mémoire du RGCQ propose à ce sujet, propose l'intégration d'informations diverses au sein du document d'attestation qui vont au fond des choses afin qu'un promettant acheteur sache réellement dans quoi il s'engage. Cette attestation répondra à différentes questions pointues afin d'éviter les déceptions et les déconvenues qui résultent d'informations pré-achat trop partielles, voire superficielles. Alors, parmi les questions que le RGCQ suggère d'intégrer à l'attestation, c'est, bon, est-ce que le syndicat, par exemple, a obtenu des rapports d'expertise nécessitant la réalisation de travaux correctifs dans l'immeuble, lesquels n'ont pas encore été approuvés en assemblée? À quand remonte la dernière étude du fonds de prévoyance? Quelles sont les contributions annuelles recommandées par l'étude du fonds de prévoyance pour la dernière année financière? Quelle est la durée minimale de location des unités? Y a-t-il des règlements relatifs à la location? Et j'en passe. Donc, ces questions devraient faire partie de ce document d'attestation, si bien que les acheteurs et les propriétaires vendeurs auront des devoirs supplémentaires à faire. Alors, tout ça, là, dans le fond, là, ça émane de l'adoption du projet de loi 16 et ça fait en sorte que la copropriété à moyen et long terme devrait aller mieux. Hein? La loi a été revisitée pour permettre justement que les choses se passent mieux à moyen et long terme. Ça ne se fera pas tout de suite, ça prend du temps, mais ça s'est mis en marche. Alors, nous allons discuter de tout ça avec nos invités. Hein? La table est mise pour cette web radio qui est une présentation je vais le dire, de
Condo Stratégie, n'est-ce pas? Condo Stratégie, qui est une firme en gestion de copropriété qui donne leur juste et offre des prestations exemplaires pour la prise en charge d'une copropriété sans bavure. Faites confiance à Condo Stratégie qui prendra les choses en main avec doigté et conviction. On peut joindre cette entreprise en tapant l'adresse Internet condostratégie, comme ça se prononce, .ca. CONDOSTRATEGIS.ca. Alors voilà, c'est dit. Je reviens à nos invités que je vous présente à l'instant. Donc, Valérie Couture, qui est gestionnaire de copropriété et fondatrice de, justement, la firme Condo Stratégie. On en parlait. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Chantal Demers, courtière immobilière chez Remax. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Et Maître Éric Lecourt, notaire au cabinet Terrien Couture Jolicoeur. Bonsoir, Maître Lecourt. Bonsoir François, merci de l'invitation. Plaisir que vous soyez là. Je suis vraiment heureux que vous soyez là. J'en suis ravi. Avant d'aller plus loin, juste vous dire que sur condolégal.com, il y a une section dans Achat ici. Vous allez dans Fiches pratiques et vous avez une panoplie de fiches pratiques, dont celle qui traite du guide d'achat du condo. Alors ça, c'est un petit bijou, mesdames et messieurs. Allez-y, parce que dans cette fiche pratique, vous avez une dizaine de sous-fiches. La vie de quartier, le voisinage immédiat, l'inspection pré-achat, le registre, autres documents, les charges communes, toutes les choses que vous devez vérifier avant de vous commettre, avant d'aller de l'avant. Alors, c'est vraiment important pour éviter que votre rêve se transforme en cauchemar. C'est ce qu'on veut. On veut vivre un rêve et on veut que le rêve devienne réalité et qu'on puisse le consommer au lieu de consommer des problèmes. Donc, très important, sur condolégal.com, vous allez voir ces fiches pratiques et vous serez vraiment bien servi. Alors, tout de suite, on y va, on commence, mettre le cours. Dans un premier temps, là, bon, une transaction en copropriété, ça implique beaucoup de personnes. Ça implique évidemment le copropriétaire-vendeur, ça implique l'acheteur éventuel, ça implique un courtier immobilier, un notaire, ça implique d'autres mondes aussi. Mais en tant que notaire, mettre le cours, pourriez-vous rappeler brièvement à nos auditeurs votre rôle lors d'une transaction impliquant un condo? En fait, nous intervenons, nous sommes l'intermédiaire entre toutes les parties, le conseiller juridique de toutes les parties à la transaction. Dans l'impartialité, le notaire est un officier public, donc on travaille à partir des documents qui nous sont remis tant par l'acheteur, le vendeur, son courtier immobilier, le créancier hypothécaire, et on essaie de rencontrer les exigences de tout le monde. Et on travaille avec le document qui nous est soumis et on essaie de retracer à travers tout ça la réelle intention des parties et s'assurer que autant l'acheteur que le vendeur sont protégés dans leur rôle respectif. Et puis, souvent, on joue le rôle de celui qui va essayer en jargon populaire, de combler les vides, c'est-à-dire que ou les incompréhensions ou les fausses croyances, parce que les gens en ont. Et puis, notre rôle s'attache à ça. Évidemment, essentiellement, quand on travaille en copropriété, plus spécifiquement, ça fait quelques années que je fais ça, on pose une série de entre 25 et 30 questions qui sont adressées au syndicat de copropriété, qui relèvent un peu des questions que vous avez évoquées tout à l'heure, et qui, comme vous l'avez dit, vont pas aussi loin que ça va pouvoir aller prochainement, parce qu'au moment où on se parle, ce n'est pas dans la coutume et l'usage que les gens aient fait, la plupart du temps en tout cas, que les gens aient fait des analyses poussées pour savoir c'est quoi les montants qui sont destinés au fonds de prévoyance, comment on les a calculés, etc. On essaie de faire comprendre à tout le monde les enjeux. Notre rôle principal, c'est que les gens comprennent ce qu'ils sont à faire et de répondre à leurs questions, puis d'essayer par intuition souvent, de détecter les insécurités et de rassurer les gens, puis de s'assurer qu'une fois que le tout est complété, chacune des parties a compris ce qu'elle a fait, puis se sent à l'aise avec ce qu'elle fait. Ouais. Essentiellement, c'est notre rôle. Maître Lecourt, vous intervenez en tant que notaire en aval de la transaction, à la toute fin, lorsque, l'étape finale doit être, en fait, lors de l'étape finale, donc vous intervenez. Mais j'entends parfois des notaires me dire, on devrait peut-être agir avant l'étape finale parce qu'il y a peut-être des choses, des événements ou des décisions fâcheuses qu'on pourrait éviter. Est-ce que c'est vrai?
Oui, il n'y a rien qui ne peut pas se rattraper, sauf exception. Rarement, on va être devant une situation où on se retrouve devant une situation qui est irrécupérable. Mais effectivement, on pourrait s'éviter beaucoup de désagréments. Comme tous les professionnels, on voit différents types de personnes. Il y a des gens plus précautionneux qui vont faire affaire avec nous d'emblée, des gens qui veulent être rassurés au départ, Oui. au moins pour connaître le processus, pour savoir dans quoi ils s'embarquent. Mais même pour les gens qui n'ont pas fait ça, c'est sûr qu'on on peut pas être contre la vertu. L'idéal, c'est d'être conseillé dès le départ. Ça va toujours être mieux, mais on ne peut pas demander à personne d'être parfait non plus. Ouais. Ce qui fait que notre rôle ici, c'est de guider les gens. Plus qu'on peut le faire en amont, mieux c'est. Ça, c'est Ouais. clair, net et Ouais. précis. Alors, Maître Lecourt, alors n'hésitez pas à poser vos questions que je refilerai à nos invités et qui y répondront avec grand plaisir. Justement, il y a déjà des questions. Il y en a une qui s'adresse à vous, Maître Lecourt. Là. Euh, Est-ce que le notaire devrait rechercher une déclaration de copropriété horizontale, la verticale étant connue, même si le vendeur ne connaît pas son existence? Vous savez, des fois, dans une copropriété, il faut vérifier. Hein, qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est la base. C'est la base, hein? Tout à fait. Donc, ça fait partie de vos recherches. Vous devez chercher ça, vous devez Oh, trouver oui, ça. Quels autres oui. éléments aussi pour que nos éditeurs le sachent? Mais en fait, les vérifications sont multiples. La principale vérification que les gens ne voient pas parce que c'est du travail qui se fait dans les offices, comme on dit en bon québécois, mais c'est un travail de recherche pour retracer les titres de propriété. Oui, Donc, la déclaration initiale, la déclaration concomitante, les différents actes d'achat, les actes qui sont intervenus auparavant. En réalité, on vérifie tous les droits réels qui affectent la propriété, que ce soit des servitudes, des droits quelconques consentis en faveur d'autres personnes ou d'autres entités, des servitudes d'Hydro-Québec, Bell Canada. oui. La palette est très large et dans cette recherche-là, on ne remonte pas jusqu'au jour où ça a été construit, on remonte au jour où le cadastre a été créé Ouais. pour être sûr qu'il n'y a rien qui affecte la propriété. Donc, ça, c'est la qualité du titre. Évidemment, on s'assure que le questionnaire dont je vous parlais tantôt au niveau des syndicats de copropriété, Ouais, les charges communes, est-ce qu'il y a ouais, des choses spéciales, est-ce qu'il y a eu des cotisations, est-ce qu'il y a des choses qui sont en suspens, des procédures, j'en passe, là, mais ouais, essentiellement, c'est par là qu'on passe. ouais. Et puis, l'ajustement des taxes municipales, des taxes scolaires, des choses Ouais, aussi ouais. de base que De ça. base. Et vous vérifiez qu'il n'y ait pas de vice de titre aussi. Ça, c'est important, des Tout à vices de fait. titre. Est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, remarquez, est-ce que dans une copropriété neuve, il pourrait y avoir inscription d'une hypothèque légale, mais dans un condo existant, est-ce que c'est une possibilité aussi? Oui, parce que Il y si a les frais de toujours une condo n'ont pas été possibilité. payés, effectivement, Il y c'est a toujours une toujours une possibilité. possibilité. Ouais, Que ce soit pour les frais de condo, que ce soit pour des travaux qui ont été faits récemment. Mais au-delà de ça, un vice de titre, même si l'immeuble n'est pas affecté par une hypothèque légale, il faut analyser les documents qui ont constitué la copropriété pour s'assurer que ça a été bien fait. Comme dans n'importe quoi d'autre, il y a des histoires qu'on pourrait se raconter autour d'une table pendant des heures et des heures où des ouais. gens n'ont pas eu de plaisir, disons là. Oui, effectivement. Alors, tout, tout éventuel acheteur qui se respecte Oui, devrait demander que son courtier, s'il fait affaire avec un courtier immobilier, que son courtier demande au syndicat, euh, en fait, soumette au syndicat le formulaire, le DRCOP qu'on appelle, qui est la demande de renseignement au syndicat de copropriétaires. Chantal Demers, en tant que courtière immobilière, vous me disiez avant l'émission que c'est un document important qui n'est pas obligatoire, soit dit en passant, mais qui, selon vous, devrait le devenir éventuellement. Pourquoi? En fait, c'est le seul document qui permet, avant d'arriver chez le notaire, avoir un portrait qui est juste sur la copropriété. Quand on parle d'acheter une copropriété, on veut s'assurer que, bon, d'une part, on a fait inspecter, que le volet technique, ça va. Il y a un volet administratif qui permet, lorsqu'on a fait la revue des documents qu'on a demandé en clause préventive, mais là, il y a aussi l'aspect financier. Et à titre préventif, surtout dans un
un marché très actif comme on connaît actuellement. On ne veut pas se ramasser chez le notaire, puis que le notaire fasse des vérifications plus poussées et d'apprendre qu'on a 2 cotisations spéciales qui s'en viennent, qu'on a une poursuite envers le syndicat de copropriété de l'ordre de quelques centaines de milliers de dollars. Alors, ce sont des exemples que j'apporte, que l'on voit dans les copropriétés et le seul et unique façon de prévoir ces informations-là et de pallier à trouver des solutions avant d'arriver chez le notaire, c'est de faire une demande de renseignement au syndicat de copropriété. Oui. Maintenant, certains syndicats vont exiger un montant quelconque pour la gestion de l'administration de ce formulaire-là pour compléter et c'est tout à fait justifié. Alors, ça va coûter une centaine de dollars souvent pour faire remplir ce document-là. Ça vaut son pesant d'or, notamment en matière d'assurance du syndicat. Parfois, les assurances de syndicat, on n'a même pas des assurances qui ont des dates convenables. Donc, il faut s'assurer qu'il y a une assurance en vigueur. Avec maintenant, on veut s'assurer également qu'il y a un fonds d'auto-assurance qui vont couvrir la plus haute franchise. Donc, ne serait-ce que pour tous ces exemples-là et aussi avoir un portrait, en fait, de la mise à jour du fonds de prévoyance parce que je peux avoir recours aux derniers états financiers et avoir un portrait du fonds de prévoyance et 8 mois plus tard, que ce fonds de prévoyance-là ait été grugé d'une somme quelconque ou ait été augmenté par d'autres sources de revenus. Alors, voilà. Donc, je prévois qu'éventuellement, la profession en fera un document obligatoire. Obligatoire. Madame Demers, Chantal Demers, j'ai une question pour vous de la part d'une auditrice. Peut-être que ce n'est pas à vous d'y répondre, vous saurez me le dire. Pourquoi est-ce que sur les annonces de condos à vente, on ne voit presque jamais d'informations sur la gestion ou l'administration, le respect des nouvelles lois? Acheter un condo va bien au-delà de savoir si les rideaux sont inclus et s'il y a beaucoup de soleil. Est-ce que c'est interdit sur la fiche? Il n'y a peut-être pas assez de place non plus, mais est-ce que c'est interdit? Parce que par exemple, les moteurs de recherche Centris, est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on dit que cette copropriété est bien administrée, le fonds de prévoyance est adéquat? Comment vous voyez ça, Chantal Demers? C'est une très bonne question. En fait, on s'améliore dans l'industrie. La profession s'améliore. Il y a quelques années, on avait à peu près aucune information sur la gestion administrative, la gestion du syndicat de copropriété. Et je vous dirais qu'il y a peut-être 5 à 10 ans, là, on n'avait pas beaucoup de transparence non plus au niveau du syndicat de copropriété, c'est-à-dire l'information, premièrement, du syndicat était gardée sous clé et puis même les copropriétaires avaient peu accès à des inspections générales, avaient peu accès à de l'information sur des conseils d'administration qui étaient plus privés. Alors, de là, le vendeur, souvent, qu'on rencontrait, on lui demandait des procès-verbaux, on lui demandait des états financiers et souvent, il nous donnait ça à la miette parce que pour lui, il y avait des feuilles de papier, mais c'était plus ou moins important. L'important, c'était l'immeuble et il n'y avait pas beaucoup d'intervenants qui se souciaient de la qualité des documents qu'on apportait en cours de transaction. Alors, aujourd'hui, les choses ont changé et en fait, les courtiers immobiliers et l'association se sont améliorés en ce sens-là, notamment sur les fiches centristes. Pour répondre à votre question, on retrouve maintenant s'il y a une déclaration de copropriété initiale, concomitante, la date de publication au registre foncier. On retrouve également des informations à l'effet des procès-verbaux qui sont disponibles depuis quel moment, combien d'années en arrière, les états financiers, la même chose. Donc, c'est un petit bout. Et maintenant, on retrouve également une déclaration du vendeur qui est beaucoup plus pointue que qu'est-ce qu'on a connu antérieurement et qui s'adressait uniquement à la maison unifamiliale. Donc, la déclaration du vendeur aujourd'hui de copropriété, elle n'est pas parfaite. Elle va certainement encore vivre d'autres améliorations dans le futur, mais elle est beaucoup plus pointue en matière de questions. Notamment, on y retrouve, je vois là les questions à l'écran. Si on baisse un petit peu, François, on va retrouver des informations à l'égard de
syndicat de copropriété, on parle de, est-ce que le fonds de prévoyance est basé sur une étude de gestion de l'actif ou c'est un montant qui est là, puis qu'on va se servir un jour, peut-être qu'on va manquer d'argent, puis quand on va manquer d'argent, on va faire appel à la cotisation spéciale. Donc, ce n'est qu'un exemple de questions plus pointues en regard de la copropriété, mais il y en a une série d'autres questions vraiment typiques au niveau du partage des services communs, puis des appareils, par exemple les chauffe-eau. Il y a de plus en plus de copropriétés qui ont des chauffe-eau qui sont communs à l'ensemble des parties privatives. Donc, il y a beaucoup plus de travail qui a été fait en amont sur la déclaration du vendeur. Oui, on voit ici quelle est l'année d'installation du chauffe-eau. On le voit ici. Juste ici, y a-t-il, voilà, ça c'est effectivement, et des questions relatives à l'assurance aussi, je présume, Chantal, qui ont été ajoutées. En fait, l'assurance, c'est surtout au niveau de la DRCOP, qui est la demande de renseignement du syndicat de copropriété. Et ça me fait rire que vous avez choisi la question du chauffe-eau parce que, en fait, Maître Jolicoeur vous dirait que la question devrait être faite. On devrait lire l'année de fabrication du chauffe-eau. Voilà, oui, ça serait effectivement plus détaillé, plus précis. Oui. Valérie Couture, est-ce que les syndicats de copropriétaires que vous gérez ont l'habitude de vous confier l'achat et la vente d'un condo dans leur immeuble? Si oui, pourquoi? Ça n'a pas été évident. Quand on est gestionnaire, on a tendance à vouloir lui donner à peu près toutes les responsabilités possibles et imaginables pour se délester. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous en faites beaucoup de transactions? Est-ce que vous en gérez beaucoup? Oui, dans un premier temps, on fait énormément de transactions. Moi, c'est comme présidente de l'entreprise, j'assume la responsabilité de la signature de toutes les transactions chez Condo Stratégiste dans nos syndicats. Je dois signer en moyenne 4 à 5 DRCOP et ou notaires par jour, donc sur une semaine de 5 jours. J'en fais quelque chose de très important, François, comme tu le sais, je suis propriétaire immobilier de logements locatifs. Oui. Il y a un grand souci dans l'investissement dans l'immobilier. Et je veux toujours que les clients soient conscients de qu'est-ce qu'ils achètent. Puis notre rôle n'est pas de démolir une bâtisse ou de la surventer au niveau. Il faut être transparent et donner les vraies choses. Chaque bâtiment, c'est plus, c'est moins bon coût, ces choses-là. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que c'est important qu'on se dirige présentement de plus en plus vers de quoi de professionnel. Parce qu'on voit la différence quand on a un courtier qui est impliqué comme Chantal dans le dossier et quand il n'y en a pas. Parce qu'on a différentes... quand on a un courtier qui est impliqué, la première chose, c'est que nous, si un courtier, nous, on exige le DRCOP. Donc, c'est nous, pour nos stratégistes, qui l'exigeons. Tandis que l'autre qui veut vendre son unité par lui-même nous envoie un courriel et il dit « Envoyez-moi des choses que je vende mon condo ». Fait que là, c'est un peu je veux bien fournir des choses, mais quand même que je donne 10 PV des 10 dernières années, je ne suis pas convaincue que l'information pertinente est à l'intérieur. Donc, quand on remplit un DRCOP, c'est une chose. Puis là, on va en parler tantôt, mais ça m'amène tout de suite sur l'article 1068.1. Oui. On va commencer à être vraiment récompensé comme syndicat d'avoir apporté une importance à l'entretien qui est fait. Parce que je peux bien vous dire dans un syndicat aujourd'hui que j'ai 500 000 dans le fonds de prévoyance ou 1,5 million, mais si j'en ai besoin de 5, on se comprend que c'est insuffisant. Donc, les gens doivent avoir la bonne information et je pense qu'avec l'article 1068.1, comme syndicat de copropriété, on va devoir montrer patte blanche un peu plus, détaillée, et ce qui va permettre que les futurs acquérants, on parle des futurs acquérants, mais qui va permettre à un éventuel vendeur d'être fier de vendre son unité qui est bien gérée et ou bien administrée par un CA ou un gestionnaire externe. Là-dessus, je ne me prononce pas, mais c'est très important qu'on récompense, moi, dans le sens où c'est sûr que j'ai une plus-value dans une rue où j'ai plusieurs comparables, des bâtiments pareils. Moi, je dis toujours à mes copropriétaires, c'est pas facile d'augmenter le budget, etc.
mais tôt ou tard, vous allez être récompensé parce qu'il va y avoir des comparatifs égales et les gens qui vont dire, ben nous autres, on ne paye pas cher, mais si tu regardes peut-être l'entretien qui est fait est en fonction du pas cher aussi. Oui, effectivement. Valérie, comme dans toute chose, rien n'est parfait. On a beau avoir le contrôle, on gère bien les choses, mais il faut toujours faire face à des imprévus avec certains copropriétaires. Ça ne doit pas toujours être évident, hein. Ça ne doit pas toujours être évident de gérer des transactions. Il doit y avoir des gens qui vous disent, hey, c'est mon condo, ça me regarde, je vends mon condo et je fais comme je veux. Alors qu'en fait, je pense qu'un copropriétaire, corrigez-moi si je me trompe, a des devoirs à faire. Il ne peut pas vendre ça n'importe comment parce que je me trompe, Valérie, ou pas? Bien, dans mon cas, là, c'est une minorité parce que souvent les gens vont me demander de répondre aux questions d'un acheteur parce que je connais plus le bâtiment qu'eux, naturellement, ou mon équipe, mes gestionnaires professionnels connaissent plus le bâtiment que souvent bien des copropriétaires. Et on est capable de bien répondre aux questions, qui fait qu'il va arriver une transaction positive. Souvent, on va être remercié. Merci, l'acheteur était super content de vous avoir parlé, etc., etc. On répond aussi aux courtiers. Donc, des collègues, Chantal, ses collègues nous appellent directement et on répond à leurs questions. Et là, eux autres peuvent transmettre cette information-là. Il y a aussi, on travaille avec les notaires, avec des gens comme Maître Lecourt et tout ça. Puis je les salue quand même, mais des fois, je le sais que travaillent fort. Les notaires sont sur les chapeaux de roue. Ouais. Une demande, un questionnaire de notaire, puis là, on me dit, on est le 19 aujourd'hui, la transaction le 21, grouille-toi, etc. Donc, on met de la pression sur toute la chaîne, mais je les comprends parce que ces temps-ci, avec les financements, tout ça, il n'y a rien de facile, puis tout arrive en même temps. On est vraiment une pièce angulaire comme gestionnaire pour informer le vendeur et le futur acquéreur. Ouais. Il y a une auditrice qui nous demande, qui nous pose une question, qui nous demande où trouver la déclaration du vendeur sur l'immeuble. Je vais vous le dire tout de suite. Vous allez sur Google, vous tapez OACIQ pour Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Alors, vous arrivez sur le site web. Alors, si je fais ceci, ça devrait fonctionner normalement. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? On va vérifier. OACIQ, voilà, là, ça fonctionne. Vous allez ici et à la page d'accueil de l'OACIQ, tout en bas, vous avez formulaire de courtage. Alors, vous allez ici et vous avez les formulaires obligatoires, dont celui ici, la déclaration du vendeur sur l'immeuble copropriété divise. Alors, voici, c'est le document. Mais l'autre document qui n'est pas obligatoire, mais qui est intéressant aussi, on en a parlé tout à l'heure, on parle de formulaire recommandé, c'est demande de renseignement au syndicat de copropriétaires ici. Là. Alors, celui-là, c'est un document qui est fortement recommandé, mais il n'est pas obligatoire, évidemment, parce qu'il y a des questions très pertinentes qui sont posées là et qui assurent une meilleure protection de l'éventuel acheteur. Voilà, ça c'est dit. C'est important de le préciser. Voilà, j'ai répondu à votre question. Maintenant, si je reviens à... Je voulais dire aux acheteurs de condos que l'article 1069 du Code civil du Québec stipule ce qui suit. Celui qui, par quelque mode que ce soit, je ne suis pas avocat sur le dit en passant, mais je lis un article du Code civil. Alors, j'ai le droit de le faire, je le fais. Celui qui, par quelque mode que ce soit, y compris par suite de l'exercice d'un droit hypothécaire, acquiert une fraction de copropriété divise est tenu au paiement avec les intérêts de toutes les charges communes dues relativement à cette fraction au moment de l'acquisition. Ça veut dire que si le copropriétaire vendeur a des dettes envers le syndicat, ben c'est l'acheteur qui va devoir les assumer, n'est-ce pas? On ne se trompe pas en disant ça. Alors, non. Donc, attention. Attention de mettre le cours, ça. Oui, ça fait partie j'appelle ça faire le ménage du passé. Ouais. On fait le ménage du passé dans les frais de copropriété, dans les cotisations pour les charges communes, aussi dans les arrérages de taxes qu'il pourrait y avoir, aussi dans les hypothèques qui sont à rembourser au moment de la transaction. Toutes ces choses-là, c'est des choses que le notaire doit obligatoirement vérifier, effectivement. Et puis, c'est la base de notre rôle, c'est de venir sécuriser les gens. Et donc, ces vérifications-là doivent absolument être faites. Et même si elles sont faites en aval, il n'y a pas de danger que ça échappe au notaire et que le copropriétaire
acheteur, que l'acheteur se retrouve avec cette dette-là, là? Si la demande est faite au syndicat et le syndicat répond à la question, Oui, OK. Alors, ça peut, on peut en faire la une condition. vérification doit avoir été faite. Ouais. Si l'information qui a été remise au notaire n'est pas la bonne de la part du syndicat, bien là, il y a un recours contre le syndicat à ce moment-là. Mais on n'embarquera pas là-dedans, là, mais c'est des cas exceptionnels. Là. Ouais. Ou si le notaire n'a pas fait la vérification, ben, c'est une erreur de base impardonnable. Mais est-ce qu'on peut en faire une condition à l'achat? L'éventuel acheteur veut s'assurer que le copropriétaire vendeur a payé toutes ses dettes envers le syndicat. Est-ce qu'on peut en faire une condition à l'achat d'obtenir cette information? Oui? C'est une condition, mais au moment où on se parle, le formulaire qui nous est remis, mais Mme Couture elle répond à ces questionnaires-là. Oui. Mais pas tout le monde qui répond de façon aussi consciencieuse. Puis des fois, les réponses qu'on reçoit, ça exige une deuxième question, puis des fois une troisième question pour s'assurer qu'on ajuste les bons montants, qu'il n'y a vraiment aucun arrérage. Et puis, dans tout acte de vente, le vendeur déclare que toutes ses affaires sont à jour. Il fait une fausse déclaration si ce n'est pas le cas. Et après ça, ben, c'est comme dans n'importe quelle autre situation problématique. Si jamais on se retrouve dans une situation où les informations qui ont été remises étaient erronées, il n'y a pas de registre qui me permet d'aller vérifier si les charges communes ont été payées. Je fais confiance aux administrateurs de syndicats qui répondent à la question. Ils ont un rôle à jouer. Ils sont imputables au sens de la loi. Là. Alors, s'ils disent oui, le copropriétaire n'a aucune dette, mais que ce n'est pas vrai, c'est le syndicat qui devient responsable? Oui, bien, on vit avec le problème comme acheteur parce que c'est notre unité puis on en est responsable. Les droits nous retombent dessus, mais effectivement, si la vérification n'a pas été faite, ben, c'est l'erreur de l'acheteur ou son notaire. Puis si l'information qui a été remise au moment de l'information n'est pas la bonne, ben, c'est l'erreur de l'administrateur à ce moment-là. Mais on ne voit pas ça très fréquemment. On ne voit pas ça souvent. OK. Mais quand même, il y a toujours une exception qui confirme la règle. Vous savez, François, ce que Maître Lecourt dit, c'est très important parce que, comme gestionnaire, nous, il suffit qu'on mette un petit mot qui porte à confusion et là, le notaire devrait dire, bien là, c'est-tu clair? Comme l'histoire des cotisations à venir, puis tout ça, c'est des choses que des fois, c'est pas clair parce qu'on en parle dans les assemblées, mais ça n'a pas été voté, puis etc., ça n'a pas été demandé. L'exigence de remplacer un chauffe-eau qui a passé sa durée de vie. Nous, on l'indique parce qu'on ne veut pas que le futur acheteur dise, ben oui, mais je ne savais pas que j'avais 1 000 $ à dépenser pour le chauffe-eau, tout ça. Fait qu'il faudrait que le 1068.1 devienne très, très pointu, pas trop dans l'exagération, mais assez pointu pour permettre que ces choses-là soient claires avant l'arrivée au notaire, parce que c'est pas le fun quand le notaire est en transaction, puis il faut qu'il essaie de me rejoindre pour que je réponde tout de suite à sa question. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, ça permettrait aux gens de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est important dans le sens d'être précis. Les RCOP devraient être obligatoires. Moi, tant qu'à moi, je vous l'ai dit, chez Condo Stratégiste, s'il y a un agent immobilier impliqué, on lui demande, sinon il n'y aura pas de réponse. Effectivement. Chantal Demers, on va parler là de l'inspection pré-achat. Bon, évidemment, c'est quelque chose que vous devez recommander à vos acheteurs potentiels, mais il y a un problème. Une inspection pré-achat, c'est bien beau d'inspecter le condo, mais c'est l'immeuble aussi qu'on veut inspecter, on veut s'assurer que l'immeuble est en bon état, mais là, ça coûterait tellement cher que ça n'en vaudrait pas la peine. Qu'est-ce que vous suggérez à vos éventuels acheteurs à cet égard? En fait, en ce moment, on n'a pas toujours toute l'information par rapport à l'immeuble, vous avez raison. Et des fois, c'est impensable, même c'est irréaliste de penser qu'on va faire qu'un acheteur va assumer les frais pour inspecter un immeuble de 60 quelques condos. C'est irréaliste d'avoir accès à toutes les parties privatives, les parties communes et tout ça. Par contre, on a des inspecteurs qui rencontrent des critères, qui ont une assurance responsabilité, dont le permis permet
de faire l'inspection de certaines parties communes et la partie privative. En fait, dépendant des condos, du nombre de condos dans l'immeuble, des fois, des petits condos de 3-4 condos, c'est beaucoup plus simple pour un inspecteur de pouvoir vérifier les fondations. En fait, je n'achèterais jamais ou je ne recommanderais jamais à un acheteur d'acheter une copropriété dans des immeubles centenaires, même s'il achète le 3e étage ou le 2e étage, je voudrais m'assurer qu'il fasse le tour du vide sanitaire parce que même si c'est rattaché au rez-de-chaussée, il reste que le vide sanitaire, c'est les fondations. En fait, c'est la base là, de l'assise de l'immeuble. Alors, c'est drôlement important. Donc, l'inspecteur, donc on a des inspecteurs et on a des noms d'inspecteurs qui sont qualifiés et dont l'assurance responsabilité va couvrir également ces aspects-là. La question est beaucoup plus complexe pour les gens qui sont qui aiment avoir des inspections très aiguillées dans des gros complexes. Alors, quand ça arrive, ça nous est arrivé, ça nous arrive même fois à l'agence, ce qu'on fait, c'est que par exemple, s'il y a une problématique quelconque avec la copropriété qu'on connaît ou qui est déclarée, fondation, toiture, peu importe, souvent, il y a eu un rapport d'inspection qui a été fait par la copropriété et notamment, on va demander accès à cette inspection-là et on va même demander les expertises associées et on va aller même au-delà de ça. On va demander de pouvoir communiquer avec l'ingénieur ou l'architecte qui l'a fait tout récemment. Dans des immeubles de nouvelles constructions, souvent, la copropriété a fait déjà inspecter toutes les unités privatives lors de la remise c'est-à-dire que lorsque la construction a été complétée. C'est un document précieux, en fait, parce que c'est le point de démarrage de la copropriété et des fois, ils vont refaire l'exercice 5 ans plus tard. Donc, les bonnes copropriétés, c'est comme ça qui fonctionne. Puis, il ne faut pas avoir peur de demander les documents. Alors, moi, j'insiste sur le fait qu'il faut aller au syndicat de copropriété, parler au gestionnaire ou à la personne qui est responsable et demander quels sont l'ensemble des documents ou des inspections qui ont été faites, qui seraient disponibles à un futur acheteur, qui, lui, ne se contenterait pas de faire juste inspecter sa partie privative avec raison. Quand on pense à des situations qui sont produites, par exemple, à Montréal, il y a eu des garages souterrains qui ont connu des épisodes assez malheureuses. On peut comprendre que l'importance de faire au moins inspecter les fondations, les garages souterrains, les toitures, les infiltrations d'eau, à ce que je comprends, c'est la cause la plupart des donc, les bons syndicats font des inspections régulièrement et ça fait office d'inspection pré-achat d'une certaine manière, ces documents, ces certifications-là qui disent oui, nous avons fait inspecter l'immeuble il y a quelques années, tout est normal, aucune anomalie, tout va bien. C'est un peu ça, là? Oui, tout à fait. Puis on ne se contente pas juste de prendre le résumé de la personne qui vont. S'il faut se rendre à un endroit spécifique pour visualiser les rapports et avoir la chance pour l'acheteur de poser des questions, c'est le temps de le faire. On ne le fait pas après. On est en mode d'acheter un immeuble. On n'achète pas une boîte de céréales. C'est un achat important. Alors, on va acheter. On veut que l'acheteur soit content, qu'il achète en connaissance de cause. Il n'y a rien de parfait. Il y a des immeubles que, oui, peuvent avoir des infiltrations d'eau. Ce n'est pas le fait d'avoir l'infiltration d'eau qui est le problème. C'est comment on gère l'infiltration d'eau et de régler le problème selon les règles de l'art. Ça, c'est beaucoup plus important. Où on rencontre un plus grand défi, c'est surtout quand on regarde le parc immobilier au Québec, puis qu'on pense qu'on a 56 des unités ou des copropriétés qui ont été construites avant 2000, donc je pense que c'est 100 000 avant 1980. En fait, ceux-là sont beaucoup plus
difficiles À cerner. à cerner, tout à fait, au niveau de la qualité de l'entretien. Et puis, ils ont peu de documentation et c'est là c'est là que les plus problèmes peuvent insécurisant. commencer. Ouais. Valérie Couture, est-ce que je suis un acheteur, je convoite un immeuble où il y a une firme de gestion qui s'occupe de l'affaire? Est-ce que si je me dis, waouh, je peux acheter les yeux fermés, il y a un gestionnaire dans cet immeuble-là, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est un peu vrai? ne peux jamais acheter les yeux fermés. Première réponse à votre question. On n'achète jamais les yeux fermés. Ça, sachez-le dès le départ. Sachez-le, dites-le bien. Puis, Dieu sait que moi, je trouve que souvent, il y a des gens qui ne sont pas assez diligents dans leur questionnaire avant achat. Mais je crois, François, que les firmes de gestion externe, beaucoup d'entre elles sont professionnelles. Moi, je suis membre de l'Association québécoise des gestionnaires copropriété, la QGC. On travaille très fort pour continuer d'améliorer la profession de gestionnaire. Et d'ailleurs, on a participé aux mémoires de la ministre pour déposer nos conditions. André Laforêt, oui. La ministre Laforêt pour déposer plein de suggestions pour la rédaction de tous ces règlements qui restent à peaufiner. Oui. Je crois que ça peut aider à avoir une transmission d'informations parce que comme gestionnaire, on a souvent un package qui est prêt pour les ventes de copropriété. Nous, on a un fichier qui s'appelle notaire et à chaque fois qu'il y a un document qui est changé, qui est mis à jour, on l'indique, on l'inclut là-dedans. Donc, les règlements sont là, etc. Ce que le notaire va nous demander, ce que le courtier immobilier va nous demander, c'est tout le même fichier qui va partir. C'est important parce qu'on peut acheter un bon bâtiment, puis on arrive avec notre chien, puis on a oublié de vérifier que les chiens de 15 sont interdits. ne sont pas admis. Interdit. C'est ce qui arrive dans ce temps-là. Tu sais, c'est un exemple. Maître Lecourt, vous voulez dire quelque chose? Bien, je voulais juste dire que c'est une bénédiction, puis c'est un réel plaisir quand tu as des gens impliqués dans un dossier, quand on travaille avec des gens qui ont un gestionnaire professionnel, parce que ça simplifie de beaucoup la tâche des autres professionnels impliqués, ça permet de rendre un bien meilleur service à toutes les parties impliquées dans la transaction. Ça, c'est clair, net et précis. Effectivement. Et vous, Maître Lecourt, qu'est-ce que vous pensez de l'inspection pré-achat? C'est pertinent? C'est en copropriété, plus particulièrement? Bien, écoutez, sur la base, toute transaction immobilière devrait être précédée d'une inspection pré-achat. À moins que ce soit moi-même qui ai construit l'immeuble. J'aimerais bien ça savoir. Puis si c'est moi qui l'ai construit, c'est peut-être mieux que je le fasse inspecter aussi. Là. Chacun son métier. Mais oui, non, c'est très important. Tous les enjeux dont Mme Demers a parlé existent et sont réels. Mais c'est quelque chose dont un acheteur ne devrait jamais se passer, selon moi. Et puis, aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel, effectivement, les gens ont des assurances responsabilités. Maintenant, on évolue tous, là, tout a évolué. Au fil du temps, tout le monde se raffine, les obligations deviennent de plus en plus pointues. Les règles qui entourent ça sont de plus en plus bien encadrées. Donc, je pense que c'est sûr qu'il n'y a jamais rien de parfait, je le dis toujours, mais il n'y a jamais j'ai une déformation professionnelle comme notaire, on met des bretelles après des ceintures. Une inspection pré-achat, je ne sais pas si c'est la bretelle ou la ceinture, mais c'est un des deux, en tout cas. Ça fait partie de. Mais l'inspection pré-achat, si je me rappelle bien, c'est un exercice qui concerne ce qui est visible par l'inspecteur. Tout à fait. Ce qui n'est pas visible derrière les murs, là, on ne peut pas défaire la brique pour voir s'il y a assez d'isolation, si les chantepleures ont été installés, bref, il y a le pare-vapeur, est-ce qu'il manque des éléments dans le mur? Là, on est dans un coup de dé. C'est difficile, hein? Chantal Demers, vous pourriez peut-être me répondre. C'est difficile. Est-ce qu'il est pratiquement impossible d'être sûr à 100% que ce qu'on achète est viable et tout à fait conforme à nos attentes en termes de qualité, en termes d'entretien ou en termes d'intégrité? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est impossible?
En fait, on n'a jamais de garantie dans rien dans la vie, mais on prend des précautions. On prend des précautions et à cet égard-là, on prend contact avec soit un inspecteur de confiance qui nous a été référé et qui est quelqu'un de confiance de la famille. Puis, les courtiers immobiliers, votre courtier immobilier peut vous recommander également des inspecteurs de confiance. En fait, ce qu'on veut, c'est de mettre toutes les chances de notre côté pour acheter en connaissance de cause et de savoir qu'est-ce qui nous attend une fois on a aménagé la copropriété. Et je vous ferai une mise en garde, je ferai une mise en garde au public actuellement en offres multiples. Pour moi, ça devrait être interdit de se passer d'une inspection en bâtiment. Alors, il y a beaucoup de gens en ce moment qui sentent énormément de pression à lever la condition d'inspection, à ne pas faire d'inspection et ni de revue de documents. Donc, ça veut dire que vous achetez complètement à l'aveugle. Vous achetez une copropriété sans connaître les implications administratives, les implications en matière de qualité, les implications en matière financière. Et ça, on en voit beaucoup. Et c'est malheureux. Donc, je vous fais la mise en garde. Si vous faut décider de prendre ce type de décision-là, sachez que si jamais il y a des problématiques, vous allez être pris avec ces problématiques-là parce qu'il y a des grandes chances qu'un juge ne sera pas favorable à écouter quelqu'un qui n'achète pas avec diligence. Alors, voilà. Effectivement, et on a entendu ça, les journaux en ont abondamment parlé, les médias. Il y a une espèce de spéculation en ce moment dans le domaine de l'immobilier résidentiel qui fait en sorte que, si j'ai bien compris, dans la région de Montréal, les maisons individuelles ont augmenté de 100 000 puis les condos, c'est pas très loin derrière, en deuxième position. Et il y a des gens qui achètent parce que le vendeur offre au plus offrant, le vendeur cède au plus offrant, et il faut faire vite parce qu'il y en a d'autres qui attendent. Si vous faites trop de vérifications, on n'a pas le temps, on le vend à un autre. Alors, à ne pas faire, n'est-ce pas, Chantal? Oui, tout à fait. Je vous dirais que sans vouloir mal faire, en fait, c'est le temps idéal pour un vendeur de mettre sa copropriété en vente et de pelleter des cotisations futures dans la cour du voisin. C'est le temps idéal. C'est le moment idéal de faire ça parce que les acheteurs sont là à saisir la moindre occasion, n'est-ce pas? Valérie Couture, si je dis à un acheteur, n'achète pas dans une copropriété qui n'a pas d'études du fonds de prévoyance ni de carnet d'entretien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? François, je connais beaucoup de domaines et je te dirais, si tu m'appelles puis on est comme on est amis, puis tu me dis est-ce que je fais ça, moi je te dis ben je te conseille que non, puisque tu n'as aucun barème minimum pour savoir qu'est-ce qui s'en vient. Parce que ce qu'on a vécu dans les années qui ont passé, il y a des syndicats qui avaient des études de fonds de prévoyance, des carnets d'entretien et qui étaient peut-être pas suivis à la lettre, mais on avait un certain barème. Là, maintenant, on est en train de mettre la barre sur les T, les points sur les I, et les gens doivent se poser cette question-là. Et s'il y en a une, quel est le retard dans le montant qui est dans le prévoyance? Parce qu'on a des syndicats qui ont des études, mais que le chiffre ne balance pas avec ce qui est dans l'étude. Deuxième chose, les gens qui ne font pas la vérification diligente. Moi, combien d'assemblées générales je préside minimum 3 fois par semaine, ces temps-ci des assemblées, on achève le rush, et j'ai des gens qui me disent, oui, mais là, les frais de condo augmentent trop, puis je ne le savais pas. Vous avez acheté quand, monsieur? Ben, ça fait 2 ans. Ben, si tu ne savais pas il y a 2 ans, c'est que tu n'as pas vérifié les choses. Parce qu'il y avait des indices qui disaient qu'on a du rattrapage à faire, ou il y avait des indices qui disaient on a des travaux. Combien de... Madame Demers parlait, Chantal parlait des dalles de stationnement. Ça, on parle de l'inspection de la loi 122. Comment de gens me posent cette question-là? Premièrement, personne. Et c'est important, s'il y a quelque chose qui coûte cher, c'est les façades et les dalles de stationnement. Donc, il faut que les gens continuent de se questionner. Premièrement, si vous connaissez quelqu'un qui est déjà dans une copropriété et qui a les bonnes réponses,
ou de contacter le gestionnaire du projet. Moi, je le dis des fois, je dis, ben, écoutez, il y a du rattrapage à venir. Je ne dis pas que si la situation est désastreuse, mais il y a du rattrapage à venir. On peut s'attendre à peut-être des cotisations, mais on devrait les éviter dans quelques années pour essayer de mettre les choses en lien. Mais ce n'est pas toujours facile. Et là, les gens achètent n'importe quoi. Habituellement, une maison, là, on n'achètera pas 40 dans notre vie. Là. Ah, On va en acheter 1, 2, 3, puis peut-être un peu plus. Mais prenons donc le temps de faire les choses. Et les condos, là, regardez, s'en bâtit partout. Ouais. Il faut en avoir du condo. Là. Arrêtez de penser que vous achetez la perle rare. Ouais, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a une perle qui pousse le lendemain. Hein? Maître Lecourt, peut-être vous pouvez me répondre, parce que parmi les auditeurs à l'écoute, certains sont des administrateurs. Puis je pense qu'il est important de mettre l'accent sur l'idée que les syndicats, par extension, les administrateurs de copropriété, ont un rôle à jouer lors d'une transaction. Ils doivent être coopératifs, ils doivent transmettre les informations demandées parce que ça peut nuire à une transaction. Donc, comment vous voyez les choses à ce niveau, à cet égard, M. Lecourt? Bien, effectivement, les questions leur sont adressées à eux, c'est eux les administrateurs. S'ils décident de gérer ça à l'interne, bien, c'est normal qu'ils vont avoir des demandes qui vont leur être faites à chaque fois qu'il va y avoir un transfert de propriété qui devra se faire. Et puis, les questions qui leur sont posées, c'est des questions qui, selon moi, je pense qu'il faut juste essayer de se transposer dans la peau de l'autre à l'occasion, puis dire, je comprends que quand on est administrateur d'une copropriété, c'est du temps, c'est des investissements en don de soi, mais une fois qu'on a pris la décision de le faire, eh bien, on est redevable aux gens qui nous ont élus à cette fonction-là. Ouais. Et puis aussi, ben, il y a des responsabilités légales qui viennent avec ça. Ouais. Et puis, une de celles-là, c'est justement de faire en sorte que quelqu'un qui achète une copropriété sache dans quoi il s'embarque. Donc, la réponse à ces questionnaires-là, puis c'est pour ça, tantôt, Mme Demers l'a évoqué, il n'y a rien qui empêche un syndicat de charger des frais pour faire ça. Là. Ouais. Puis pour revenir dans le sujet de la thématique, bien, les nouveautés législatives attendues vont rendre ça, devraient, j'espère, rendre ça beaucoup plus formel et formaliste, dans le sens que ça devrait être encore plus clair ce qui va devoir être fait. Ouais. Puis dans ce cas-là, tout le monde va savoir l'ampleur du rattrapage qu'il a à faire. Le législateur, c'est sûr que tout le monde a poussé un peu dessus, mais s'il se laisse pousser, le législateur, c'est parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Puis l'enjeu, c'est le vieillissement du parc immobilier, puis la désuétude de certains immeubles détenus en copropriété avec le temps. Et puis ça, ce n'est pas à l'avantage, c'est pas juste un désavantage social de tout le monde, c'est un désavantage pour ceux qui en sont propriétaires et ceux qui veulent les vendre aussi. Là. Effectivement. Tout le monde devrait voir l'aspect positif de cette chose-là, même si ça a l'air un peu embêtant de devoir répondre à des questions. C'est se rendre service de faire ça. Ça nous permet souvent de mieux connaître l'immeuble qu'on gère. Puis mieux on connaît l'immeuble qu'on gère, plus on va être à même de prendre les bonnes décisions puis de mettre en application les nouveautés législatives qui s'en viennent et celles qui sont arrivées depuis quelques années aussi, là, parce que pas tout le monde qui est à la page encore, là, mais ça s'en vient, on va y arriver. Donc, en tant que syndicat de copropriétaires, on se rend service à soi-même et on rend service aux copropriétaires vendeurs ainsi qu'à l'éventuel acheteur. Donc, c'est un travail d'équipe. Chantal Demers, c'est évidemment un syndicat qui est réfractaire à transmettre l'information que vous leur demandez, que vous lui demandez. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment on peut les convaincre? En fait, ça paraît... on rencontre de moins en moins de syndicats qui sont réfractaires à nous donner de l'information. Pour le vrai, François, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai rencontré ce genre d'attitude-là, mais ça existe.
ça existe. Et je vous dirais que ça peut être difficile avec un syndicat qui est réfractaire de pouvoir avoir l'information qu'on recherche. Et là, si cette attitude-là, elle est très réfractaire et que le vendeur n'est pas capable d'avoir la collaboration, c'est au vendeur aussi à regarder qu'est-ce qu'il peut faire de son côté, de consulter un avocat puis de voir qu'est-ce qu'il peut faire. Parce que, en effet, moi, si je travaille avec un acheteur qui veut acheter dans un édifice où le syndicat de copropriété est très réfractaire et puis qu'il y a des choses à cacher, il y a des gros doutes là, que ce n'est pas l'endroit que je veux que mon client y achète. Ouais. Puis mon client, il va sentir toute l'animosité. Il n'y a pas personne qui va aménager à l'intérieur d'une copropriété où on sent que l'atmosphère va être au rejet, il va être au tiraillement. Alors, je vous dirais qu'en fait, ce genre d'attitude-là, c'est probablement pour ça qu'on la rencontre de moins en moins, parce que je pense qu'elle est en voie de disparition et que les changements législatifs vont complètement raturer tout comportement de ce style-là. Alors là, donc, ce que vous nous dites est très positif. La copropriété québécoise évolue dans le bon sens. Valérie Couture, rapidement, avez-vous déjà dû gérer la situation suivante? L'éventuel acheteur acquiert un appartement détenu en copropriété divise, mais il a oublié de demander si les animaux étaient permis ou si les animaux d'un certain poids, d'une certaine taille, jusqu'à quel poids, jusqu'à quelle taille les animaux sont permis. Ça a dû arriver, ça, Valérie? Ben, c'est drôle que tu me poses cette question-là, mais je ne voudrais pas que les gens fassent des liens. Mais on a une copropriété tout à fait neuve et il y a 4 personnes qui disent qu'ils n'ont pas reçu cette information-là. C'est assez drôle parce que ce n'est pas une personne, c'est 4. Et semble que le notaire sur le champ l'aurait dit. Mais moi, si je suis propriétaire d'un chien et que je suis rendue devant le notaire, ce n'est plus la place pour dire « je n'achète pas ». Donc, comment ça s'est passé la transaction? Je ne suis pas là. La seule chose que je trouve dommageable, c'est l'information qui n'a pas bien circulé. De quel côté? Je ne suis pas là pour juger, mais je suis là pour maintenant faire partie prenante de la solution. Et vous savez, c'est très émotif, hein, parce que quelqu'un qui dit « moi, j'ai acheté ici parce que je savais qu'il n'y avait pas de gros chien ». Je prends l'ascenseur, je croise un gros chien. Bon, ça devient toute une... on parle de cet exemple-là, mais il y a plein d'exemples où les gens disent si j'avais su, si j'avais su. Mais si l'information est bien transmise, dans un premier temps, je laisserai Maître Lecault répondre, mais la déclaration de copropriété, quand il la remet à un acheteur, il est considéré l'avoir lu. On ne s'est pas demandé quand et comment, mais c'est important. Et quand on parle de déclaration de copropriété, on parle de tous les règlements qui ont bien été votés au fur des années, au fur et à mesure. Donc ça, quand je disais que les acheteurs ont une vérification diligente à faire, ça fait partie de prendre la diagonale de la déclaration puis de regarder qu'est-ce qu'il y a. Oui, c'est ça. Mais évidemment, tous ne savent même pas qu'il y a une déclaration de copropriété et encore moins que les animaux peuvent être interdits. Alors, très important, messieurs, dames. Leur notaire devrait le savoir. Le notaire devrait le savoir. Mais une fois qu'on arrive au bout de la transaction, il est toujours temps de réagir, Maître Lecault? Il est toujours temps. Comment qu'on fait? Non, ce n'est pas des solutions. Il n'y a pas de solution facile parce que l'acheteur est censé l'avoir lu. Si c'est dans l'acte, dans la déclaration de copropriété qui est déposée au bureau d'enregistrement, le bureau de la publicité des droits, maintenant, je trahis mon nombre d'années d'expérience. Écoutez, le notaire est censé apporter ça à l'attention de l'acheteur. C'est de la réglementation qui est accessible à tout le monde. C'est public. Tout le monde qui a accès au registre foncier peut avoir cette information-là. Il peut arriver que l'information n'a pas été disponible parce que ça a été voté dans un règlement qui n'a pas été porté à la connaissance. Ça a été une résolution dans une assemblée, il n'y a pas eu d'écrits qui ont suivi. Mais ça chaque cas est un cas d'espèce. Mais moi, ce que je dis, c'est que si c'est écrit dans la déclaration de copropriété
elle-même dans l'acte notarié, ben, l'acheteur est présumé en avoir pris connaissance. Ouais. C'est tout le temps qu'on avait. Je vous rappelle que cette web radio est une présentation de l'entreprise en gestion de copropriété Condo Stratégie qui donne leur juste et offre des prestations exemplaires. Pour la prise en charge d'une copropriété sans bavure, faites confiance à Condo Stratégie qui prendra les choses en main avec doigté et conviction. On peut joindre cette entreprise en tapant l'adresse Internet condostratégie.ca. Alors, je le grossis à l'écran, mais ça ne grossit pas l'adresse. Mais il reste que c'est une firme en gestion de copropriété qui a une excellente réputation. Alors, condostratégie.ca. Alors, je remercie nos invités d'avoir été là ce soir. Valérie Couture, gestionnaire de copropriété, merci d'avoir été là. Merci, François. Chantal Demers, courtière immobilière chez Remax, merci d'avoir été là. Merci, François. Maître Éric Lecourt, notaire au cabinet Terrien Couture Jolicoeur, merci d'avoir été là. Merci de l'invitation. J'espère qu'on se retrouvera tous les quatre parce que j'ai trouvé la synergie excellente. J'ai beaucoup aimé. C'est une des très bonnes web radios que nous avons faites. Alors, merci à nos auditeurs d'avoir été là aussi. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, 19h, en direct sur la page Facebook de condolégal.com. À bientôt. Au revoir. Bonsoir. Wow. Bye!